Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur RTI1. Bienvenue dans le journal. Voici les titres. Le président Alassane Ouattara a assisté hier dimanche à la cérémonie de 7e jour du décès de Mamadou Koné, l'ancien président du Conseil supérieur de la magistrature, décédé le 8 avril 2024 et inhumé à Bouaké vendredi dernier. Les imams ont lu le Coran et égrené un chapelet de bénédiction pour le repos de son âme. Plusieurs témoignages ont aussi été faits sur la vie de l'homme et ses rapports avec le chef de l'État. À la Direction générale des impôts, l'heure est au bilan du premier trimestre 2024. La DGI a enregistré un écart négatif de 18 milliards de francs CFA. L'objectif de ses recettes brutes s'est élevé à 932,2 milliards de francs. C'est un taux de réalisation de 98,1%. La DGI a établi ce bilan lors d'un séminaire qui s'est ouvert vendredi. L'actualité au Togo reste toujours largement dominée par le vote à l'Assemblée nationale d'une nouvelle constitution qui supprime l'élection présidentielle au suffrage direct par les citoyens et fait du Togo un régime parlementaire. Le collectif des associations contre l'impunité au Togo demande au président des institutions de saisir la Cour constitutionnelle pour statuer sur la constitutionnalité de ce texte controversé. Le collectif dit vouloir comprendre ou se rassurer sur la légitimité de ce qui a été fait. Les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés. La citation correspond bien à cette actualité du président Alassane Ouattara qui, 7 jours après le rappel à Dieu du président Mamadou Koné, n'a pas oublié celui qu'il considère comme un ami fidèle et un serviteur loyal. La cérémonie de 7e jour du décès du président du Conseil supérieur de la magistrature s'est déroulée hier dimanche sur l'esplanade de la grande mosquée de la Riviera-Golfe. Le président Ouattara a participé à ce moment de prière au cours duquel les imams ont lu intégralement le Saint-Coran et fait des bénédictions pour le défunt. Plusieurs témoignages ont aussi relevé la grandeur de l'homme, brillant magistrat qu'il était, et ses rapports privilégiés avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. Mohamed Traoré y était, son reportage. Réunis dans la cour de la grande mosquée de la Riviera-Golfe, des imams s'appliquent à la lecture intégrale du Saint-Coran. L'assemblée réunie tout autour invoque aussi Allah, celui qui a donné et repris Mamadou Koné le 8 avril dernier dans sa 71e année de vie. Chaque mot lu du glorieux Coran et chaque invocation prononcée en cette cérémonie de 7e jour ont vocation à illuminer la tombe du défunt président du Conseil supérieur de la magistrature. En pareille circonstance, les Saintes Écritures attestent également que chaque témoignage éloquent sur le disparu est source de salut pour son âme. Ceux qui ont connu et côtoyé Mamadou Koné durant de longues années sont unanimes sur son humanisme. Il a su relever la magistrature à un niveau très important en Côte d'Ivoire. C'est un monsieur loyal, fidèle et c'est un homme pieux. Il est resté humain. C'est le plus important. Dans ça, vous avez tout. L'humilité, Madi Dambélé, tout est vanité. Restons humains. Dambélé fait du bien, aide les gens. Ce qu'il faut retenir de Mamadou, c'est son repentir, son sens du pardon, mais doublé d'amour et de charité. J'en dirai pas plus. C'était seulement un homme de valeur. Que Dieu ait son âme. Une fois de plus, la nation, avec à sa tête le président de la République Alassane Ouattara, est présente aux côtés de la famille pour cette journée de prière et d'hommage dédiée au repos de l'âme de ce brillant magistrat. Un geste de compassion qui marque la famille. Durant les étapes des obsèques de feu le président Koné Mamadou, vous avez été présent à nos côtés, nous apportant votre assistance et votre réconfort. La famille Koné vous exprime son infinie reconnaissance et vous remercie pour votre soutien constant. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre implication personnelle aux côtés de la famille, depuis la maladie jusqu'à ce triste moment, montre à quel point Koné Mamadou a été pour vous plus qu'un proche collaborateur. Une famille meurtrie, tout comme le chef de l'État qui dit perdre un collaborateur d'exception par la voix de son porte-parole pour la circonstance. En effet, Monsieur le Président, vous-même, évoquant celui que tous nous pleurons depuis quelques jours, parce que soudainement arraché à notre affection, vous l'avez qualifié, et je cite, d'homme d'exception et de grande valeur. Pour agiter un peu plus loin, je perds aujourd'hui un ami sincère et loyal. Avec vous, Monsieur le Président,
se sentent tout autant concernés par ce deuil. Au-delà des familles Koné et alliées, les régions de la Bagoué, où naquit Mamadou, celle du Béké, où il choisit résidence parce que son père très tôt s'y installa et servit très longtemps comme fonctionnaire de l'État à Bouaké, aux eaux et forêts. En plus des prières et des bénédictions, chaque cérémonie de 7e jour est le lieu de distribuer des vivres en aumône afin que cela profite à la vie tombale du défunt. La planète se meurt et pour cause, les conséquences délétères du réchauffement climatique sont sans pitié. La transition écologique se présente aujourd'hui comme une solution durable, mais pour relever ces défis, il faut de l'argent et beaucoup. Le secteur privé ivoirien est invité à jouer sa partition pour le financement et l'investissement vert. L'invitation leur a été donnée à l'ouverture officielle de la première édition de Cap Green, le forum international ouvert à l'initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, placé sous le thème Cap Green, de la vision à la transition, structuration et accélération des mécanismes de financement et d'investissement vert. Ce forum ambitionne créer un cadre de participation des entreprises au financement et à l'investissement vert. Voyons les précisions de Dangui Dangui. Sécheresse, inondations, réchauffement climatique. Notre planète est malade du fait de l'action de l'homme sur l'environnement, a déclaré le ministre de l'Environnement ce mardi à l'ouverture de la première édition de Cap Green. Entre autres conséquences de ce changement climatique, les enjeux environnementaux et économiques convergent vers un point critique et accélèrent les problématiques de financement et d'investissement vert, selon des experts de la question. Ce forum veut justement encourager le secteur privé à mettre la main à la poche pour le financement des mesures d'atténuation et d'adaptation contenues dans les plans d'action climatique portés par les États. L'excellence énergétique devient ainsi un vecteur qui augmente la compétitivité des entreprises. La transition énergétique implique également une profonde modification des modes de production et de consommation qui, pour les entreprises, se traduit par une nécessité d'investir dans des technologies douces, de repenser la chaîne d'approvisionnement ou encore de sensibiliser les collaborateurs à ces enjeux. Devant les dégâts que le changement climatique inflige aux économies, le ministre de l'Environnement invite le secteur privé et les États à un changement de logiciel de pensée pour trouver des outils de financement durable de l'économie. Plus que jamais, la croissance et le développement durable passent par l'atténuation des effets du changement climatique et la protection du milieu naturel et de ses ressources. Ces enjeux, qui sont étroitement liés, appellent une plus grande implication du secteur privé dans la mise en œuvre de nos contributions déterminées au niveau national. Ce forum international de 2 jours placé sous le thème Cap Green, de la vision à la transition, structuration et accélération des mécanismes de financement et d'investissement vert, a mobilisé des experts internationaux, des entreprises et structures étatiques et promet d'apporter des réponses à la problématique de financement et d'investissement vert. On en sait un peu plus sur les recettes de la Direction générale des impôts au premier trimestre 2024. La DGI enregistre pour ce début d'année un écart négatif de 18,1 milliards de francs CFA, 913 milliards de réalisations, soit un taux de 98,1% pour être plus précis. L'objectif de recettes brutes pour ce premier trimestre était fixé à 932,2 milliards de francs CFA. Le séminaire bilan qui sort ces chiffres s'est aussi penché sur la stratégie pour un meilleur rendement optimal de l'impôt foncier. Retrouvons Dangui Dangui pour plus de détails. Il ressort du bilan du premier trimestre 2024 de la Direction générale des impôts que les résultats sont en deçà des prévisions. Pour un objectif de recettes fixé à 932,2 milliards de francs CFA, les réalisations se situent à 913,1 milliards, soit un écart négatif de 18,1 milliards de francs CFA. Cette conférence des 18 milliards peut s'expliquer par diverses raisons ou facteurs. Il s'agit notamment de l'impact de la réforme des impôts sur les traitements et salaires, dont les effets pervers ont commencé à se faire ressentir dès le mois de janvier. Il s'agit également de la baisse du niveau des droits d'enregistrement
sur le binôme café-cacao. Le taux de pression fiscale gravite autour de 13,9% du produit intérieur brut PIB en 2023, alors que le pacte de convergence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA fixe un niveau plancher de 20%. Pouvait-il en être autrement quand l'impôt foncier, par exemple, est encore marginal malgré son potentiel? Nous rencontrons des difficultés à faire payer l'impôt par nos concitoyens. Je voudrais demander aux Ivoiriens de considérer que l'impôt qu'ils payent, c'est leur contribution pour le financement du développement de notre cher pays que nous aimons. C'est un problème sociologique, je vous l'ai dit, parce que l'Ivoirien se dit « j'ai payé ma maison à crédit, je n'ai pas encore fini de rembourser, on me dit de payer des impôts ». Mais ce n'est pas lié. À partir du moment où vous avez un titre de propriété sur un bien, l'impôt est dû. Toujours est-il qu'il faut continuer de relever le taux de pression fiscale conformément aux engagements de la Côte d'Ivoire. Il s'agira donc pour nous, comme indiqué dans le programme économique et financier conclu avec le FMI, sur la période 2023-2026, de relever le taux de pression fiscale de 0,5 points de pourcentage du PIB par an entre 2024 et 2026. Ainsi, le taux de pression fiscale est attendu à 14,4% du PIB en 2024 et à 15,4% du PIB en 2026. Ce séminaire bilan du premier trimestre 2024 de la Direction générale des impôts a pour thème « Quelle stratégie pour un rendement optimal de l'impôt foncier ?» L'Union européenne veut interdire la mise sur son marché de produits ayant contribué à la déforestation ou à la dégradation des forêts. La mesure vise la protection de l'environnement. En Côte d'Ivoire, le Conseil national des exportations est favorable à un cadre réglementaire qui prenne en compte les réalités locales. Le CNE soutient donc le processus de dialogue qui est en cours et va aboutir certainement à une mesure qui facilite l'accès continu des produits ivoiriens sur le marché européen. C'est ce que nous dit Juliette Ouéa. La Côte d'Ivoire entretient des liens économiques étroits avec l'Union européenne. Pour les booster et se conformer aux nouvelles lois prises par les 27 États de l'Union, elle s'engage dans la production agricole sans déforestation. Il s'agit de 3 réglementations. 2 sont déjà votées et actives. Il s'agit du règlement européen sur la déforestation. Et la deuxième, c'est la loi allemande sur le devoir de diligence des entreprises. La troisième, qui est toujours en cours de discussion au niveau européen, est la directive européenne sur le devoir de diligence des entreprises. Le pays, premier producteur mondial de cacao avec 2,2 millions de tonnes par an et premier producteur mondial de cajou avec 1,25 million de tonnes en 2023, intègre ainsi le projet Fit for Fair ou projet Prêt pour l'équité. Le Conseil national des exportations, structure sous tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie, a pour mission de préparer les acteurs du secteur agricole à répondre aux exigences de l'Union européenne. Nous devons accompagner l'État de Côte d'Ivoire, le secteur privé et tous les exportateurs à justement s'approprier la réglementation qui est en cours et faire en sorte que nos produits d'exportation rentrent sans problématiques particulières sur ces marchés-là. Donc nous devons dévancer un petit peu les différents éléments de loi qui sont mis en place actuellement et discutés à l'Union européenne. Le projet Fit for Fair ou projet Prêt pour l'équité va durer 15 mois. Ce programme est financé par le ministère fédéral allemand de la coopération et du développement à hauteur de 132 millions de francs CFA. Puisque nous parlons de la préservation de l'environnement, voyons à présent ces chiffres inquiétants. La Côte d'Ivoire est passée de 16 millions d'hectares de forêt en 1900 à seulement 5 milliards d'hectares en 2024. Le chiffre donne carrément le vertige et a pour responsable aussi le sillage illégal. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, n'entend pas rester les bras croisés. En conclave à Yamoussoukro, avec les maillons essentiels des Eaux et Forêts, les réflexions poussées ont accouché des solutions efficaces. Voyons cela avec Kader Sogodogo. Après 2 jours de conclave à Yamoussoukro, pour stopper le sillage illégal dans les forêts ivoiriennes, les eaux et forêts repartent avec des recommandations fortes. Le renforcement du cadre juridique, la répression,
le renforcement des capacités techniques des agents et surtout la promotion du circuit du bois Made in Côte d'Ivoire scié de manière légale. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, reste intraitable. Le combat contre la déforestation se poursuit. Je tiens à réaffirmer l'engagement ferme du président de la République et de l'ensemble du gouvernement ivoirien à nous accompagner dans la lutte sans relâche contre le sciage illégal et à promouvoir une exploitation légale et durable de nos ressources forestières. Nous continuerons à travailler avec détermination pour mettre en œuvre les recommandations issues de cet atelier et pour assurer un avenir meilleur pour notre pays et pour les générations futures. Avant de quitter Yamoussoukro, le ministre des Eaux et Forêts a invité ses collaborateurs à plus d'engagement et de responsabilité. À ce niveau, la tolérance zéro devient une réalité. Dans le chapitre de la santé, la Société ivoirienne de médecine conseil vient de naître. L'association veut promouvoir l'excellence médicale à travers la promotion de la médecine conseil dans le pays et défendre l'intérêt des patients à travers leur mutuelle de santé, non sans oublier de garantir également l'intérêt des assurances maladie en suivant bien sûr les règles d'éthique et de déontologie de la médecine. Voyons cela avec Didier Nguesson. Spécialiste en sécurité sociale, le médecin conseil veille sur les procédures de soins et sur l'équilibre entre les soins administrés aux patients et leurs coûts. Il est à cheval entre l'assureur et l'assuré sur la base du contrat qui les lie. Les professionnels de cette activité se mettent en union en créant la Société ivoirienne de médecine conseil. La création de notre société témoigne de notre engagement collectif à l'excellence médicale et à la protection des intérêts professionnels de nos membres. La CIMC a pour vocation de regrouper les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes œuvrant dans le domaine de l'assurance maladie en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une plateforme d'échange et de partage d'expériences, favorisant ainsi une meilleure collaboration entre nos membres et une harmonisation de bonnes pratiques. La société veut promouvoir l'excellence médicale auprès des assurances, des mutuelles de santé. Le Conseil de l'Ordre des médecins soutient l'initiative. L'Ordre national des médecins est donc conscient de l'importance de soutenir toutes les sociétés médicales spécialisées dans leur développement et dans leur croissance. Nous sommes là pour apporter notre soutien et notre expertise, en veillant à ce que les normes éthiques et professionnelles, bien sûr, soient respectées tout au long de votre parcours. Les pionniers de la médecine conseil en Côte d'Ivoire ont partagé leurs expériences, aussi bien dans ce panel que dans cette vidéo. De plus en plus d'opérateurs privés sont attirés par le secteur du tourisme et des loisirs en Côte d'Ivoire, mais certains silencent en ignorant absolument tout du cadre juridique et réglementaire du secteur. C'est à cela que la direction centrale des parcs d'attractions de loisirs et des jeux numériques veut mettre fin. Elle est donc en séminaire pour former ces opérateurs privés et les inviter à se conformer à la loi. Le reportage de Godfrey Kambawa. L'objectif de cette rencontre est d'informer et de former les promoteurs du secteur des loisirs sur le cadre réglementaire ainsi que les conditions d'organisation des activités en termes de loisirs. Mamadou Keïta, directeur des parcs d'attractions, de loisirs et des jeux numériques, présente la portée du décret portant réglementation des activités de loisirs. Donner plus de force à ce secteur-là, essayer de faire en sorte qu'il y ait une charte qui puisse être signée, qui est en 10 points, qui évoque les questions d'hygiène de sécurité, d'assurance, d'accueil adapté pour les enfants, pour les adultes, en établissement de loisirs, les conditions sécuritaires à mettre en œuvre et dans les boîtes de nuit, et dans les bars maquis, lunch, et dans les centres de vacances, et en même temps aussi les services de qualité. Bon, tous ces éléments-là sont évoqués en 10 points dans la charte. La directrice générale des loisirs, Isabelle Lano, exprime l'engagement de la tutelle à développer le secteur et surtout améliorer
le cadre réglementaire. L'État de Côte d'Ivoire a mis en place donc un cadre réglementaire pour le secteur de loisirs. Vous avez un décret qui permet donc de réglementer les activités de loisirs dans notre pays. Et aujourd'hui, ce séminaire vient justement pour informer l'ensemble des acteurs, des promoteurs sur l'importance pour eux de pouvoir se conformer à la réglementation en vigueur dans notre pays. Au thème des échanges, les participants ont souligné l'importance de la communication sur la valeur des loisirs et la nécessité de se conformer aux règles établies. Dans un autre chapitre, la mairie de Treichville a organisé une cérémonie de prestation de serment de 82 agents municipaux au tribunal de première instance du plateau. L'objectif de cette cérémonie est d'inciter les agents à se conformer aux principes législatifs et réglementaires. On voit cela avec Marie-France Conin et Jean-Marc Diadji. Ils sont officiers d'état civil, agents d'état civil, commis au service d'hygiène et de l'environnement, contrôleurs, agents de recouvrement et des policiers municipaux. Ces agents de la mairie de Treichville prêtent serment. Ils s'engagent à respecter la loi et les règles d'agents municipaux. Nous voulons profiter pour rassurer nos différentes populations que nous mesurons l'importance des responsabilités que nous avons et pouvons leur dire que nous ferons tout pour être à la hauteur de leurs attentes. Cette assermentation est un élément qui vient conforter nos attributions. Donc, il appartient à chaque agent qui dit muni de cette charge-là, je lance pour respecter de façon scrupuleuse tout ce qui est texte de loi. Le juge, Anno Marie, félicite les agents et les exhorte à être au service des populations. Nous prions donc que ce serment vous inspire dans l'accomplissement de votre tâche au quotidien au service de vos populations et de la Côte d'Ivoire. Félicitations donc à chacun de vous. Bon, fructueux et épanouissement parcours professionnel. Ce sont au total 82 agents retenus pour l'assermentation 2024. Et l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture en Côte d'Ivoire a fait le bilan de son projet phare dénommé Art, Venir, Prison à la résidence de l'Allemagne. Le projet a permis à de nombreux ex-détenus de se réinsérer dans la vie socio-professionnelle. Le reportage de Marie-France Conin, commenté par Carmel Dia. L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture en Côte d'Ivoire, ACATCI, engagée pour le bien-être des personnes vivant en situation carcérale. L'organisation a mis en place un projet dénommé Art, Venir, Prison. Il a permis pendant 5 mois de mener des actions d'assainissement des maisons d'arrêt et de faciliter la réinsertion de certains détenus. Le droit de détenu, ça couvre toute sa personne, et dans sa dignité, et dans son environnement quotidien. Nous avons pour ambition de les suivre afin que réellement ils puissent faire quelque chose de leur dit droit et ne plus retourner en détention. Parmi les partenaires clés de l'organisation, l'ambassade de l'Allemagne qui a participé au financement du projet à hauteur de 60 millions de francs CFA. L'objectif est de contribuer à la réinsertion des détenus aux prisons en Côte d'Ivoire. Et il y a plusieurs piliers de ce projet qui s'est déroulé l'année passée et qui a, entre autres, rendu possible à 200 détenus d'obtenir une formation. Un programme fortement accompagné par le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est un bon projet. Nous souhaitons que ce genre de projet se multiplie dans l'intérêt de nos détenus. Le gouvernement investit assez de moyens pour l'amélioration des conditions de détention. Ce sont au total 200 détenus qui ont été formés par la ACAT Côte d'Ivoire. Le Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan, a refermé ses portes samedi dernier. Nous retournons sur quelques scènes pour revoir ces captivants spectacles. Samedi 20 avril 2024, Palais de la Culture de Treichville. Dernier jour du Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Dans l'une des loges aux abords de la salle Anoumabo se tient une réunion. Ces jeunes, pour la plupart des étudiants, constituent un groupe de bénévoles cooptés pour prêter main forte au comité d'organisation. Dans un premier temps, le travail a été de prendre pendant un mois contact avec les différents sociaux des différentes communes d'Abidjan. Nous avons accueilli maintenant une deuxième équipe que nous avons appelée les référents salles et les référents espaces. Et après eux, nous avons maintenant une vingtaine de bénévoles
qui nous appuie et qui appuie les différents référents et les différents chargés de communication. Dehors, Esther, professeure de musique à l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, est chargée d'assurer la distribution gratuite d'eau aux participants. Nous avons essayé de faire les stands dans les points précis. Voilà, au niveau de la 4000, au niveau de la 1500, au niveau de toutes les salles, voilà, aux différentes entrées, mais pas forcément aux escaliers, mais aux entrées un peu plus éloignées, pour que les gens puissent avoir de l'eau pour boire. Symbole de la 13e édition du Massa, la mascotte de l'éléphant. Volant, il attire tous les regards sur son passage. Alfred et Franck, deux bénévoles, sont au cœur du dispositif du spectacle de cette mascotte. J'ai fait des marionnettes, mais je n'ai jamais soulevé un éléphant volant. Même puisque j'ai de l'expérience en marionnette, donc ça n'a pas été difficile, mais ça a été une première pour moi. Et quand démarre la cérémonie de clôture, ces volontaires sont toujours de la partie. Positionnés à l'entrée de la 1500 places du Palais de la Culture, ces demoiselles veillent à l'installation des convives. C'est une équipe très dévouée. Depuis le début à la mobilisation, nous avons constaté que chacun faisait le travail avec beaucoup d'amour. Et c'est ce qui nous a, depuis même la cérémonie d'ouverture, on a aidé à installer les gens. On a vu que chacun voulait mettre du sien pour la réussite de cet événement-là. Au moment de refermer le rideau sur une semaine remplie de découvertes de culture, c'est un sentiment de satisfaction qui anime ces bénévoles. On s'est frotté au public, on a mobilisé des gens de toutes les communes, toutes les 10 communes. On s'est levé très tôt le matin, nous sommes montés très tard, c'était une belle expérience. On remercie beaucoup le public d'avoir répondu. Nous sommes fiers de savoir que nous avons porté haut et fort cette mission qui était la nôtre, de mobiliser toute la Côte d'Ivoire et même le monde entier autour de notre culture que nous voulons valoriser et vendre partout dans le monde. On a eu à apprendre beaucoup puisque ce n'est pas notre création à nous. Voilà, nous sommes seulement que des bénévoles. Il faut dire le Massa m'a apporté beaucoup de plus. En tant que chorégraphe, bien sûr, il faut dire plus de créativité, plus de vues. Ça te mène à travailler plus. Ces jeunes bénévoles que nous avons vus là nous ont beaucoup aidés dans tout ce projet-là. Et à la fin, je dirais que c'est un sentiment de grande satisfaction. Durant une semaine, le Massa a tenu en haleine le monde de la culture. Tout comme la Cannes 2023, les bénévoles ont marqué de leur empreinte les festivités. Et bien sûr, vous l'avez compris, vous venez de voir le focus de la rédaction de RTI 1 sur ces bénévoles qui ont fait du Massa une réussite. On a retrouvé partout, sur tous les sites, à l'accueil, dans l'encadrement et l'ensemble des sites qui abritaient les festivités, une présence remarquable et un boulot formidable qui ont permis de faire découvrir encore une fois aux nombreux visiteurs venus pour le Massa l'hospitalité légendaire de la belle Côte d'Ivoire. Dans un autre chapitre, toujours on parle du Massa, mais aussi de la musique. En marge de cette 13e édition, les professionnels de l'industrie musicale se sont réunis à Abidjan pour échanger sur leur métier. À travers un networking, à cette occasion, l'artiste burkinabé Alif Naba, directeur artistique des REMA, les rencontres musicales africaines, a présenté les perspectives et les ambitions de la 7e édition. Le festival est prévu se tenir du 17 au 26 octobre 2024 à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso au Burkina Faso. On voit tout cela avec Constant Kokora et Didier Nguessan. Du 17 au 26 octobre 2024, les professionnels de l'industrie musicale africaine vont se réunir à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, à l'occasion de la 7e édition des rencontres musicales africaines, REMA. Avant ce rendez-vous culturel, ils se sont retrouvés à Abidjan autour d'un networking pour présenter les nouvelles perspectives du festival. Et les REMA, c'est vraiment aujourd'hui un des marchés les plus importants en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, qu'on soit tous les professionnels mis en réseau grâce au REMA, c'est super important. C'est le monde entier qui vient à Ouagadougou. On réfléchit sur l'avenir de la musique africaine. Donc. Les réflexions porteront cette année sur l'afro-digital créatif et économie en émergence. Selon les organisateurs, cette pratique a su donner un souffle nouveau et innovant à la musique. La prochaine édition des REMA, on va installer pendant 3 jours autour du parcours de métier sur l'industrie musicale. Les REMA, c'est
faire de la musique déjà un véritable levier de développement. Aujourd'hui, nous voulons arriver à avoir par exemple un réseau de professionnels qui se parlent tous les jours, qui se partagent des expériences et donc qui mettent en place des méthodes pratiques de travail et qui servent à notre continent, qui servent à notre industrie musicale. Conférences, table ronde, showcase, partage d'expériences, entre autres, sont prévus à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Actualité hors de nos frontières, nous vous le disions en titre, au Togo, le projet de nouvelle constitution adopté par les députés ne fait pas encore l'unanimité. Le collectif des associations contre l'impunité au Togo demande au président des institutions de saisir la Cour constitutionnelle pour statuer sur la constitutionnalité du texte, un texte controversé adopté il y a quelques jours. Le collectif veut vérifier si ces dispositions répondent aux normes. Selon son président, je le cite, il s'agit de comprendre ou de se rassurer sur la légitimité de ce qui a été fait et également permettre au peuple togolais d'être rassuré que tout a été fait conformément à la Constitution. Le président Faure Gnassingbé a 15 jours pour promulguer le nouveau texte constitutionnel après sa validation par les députés avec un vote sans appel de 87 voix pour et 0 voix contre. Le nouveau texte supprime l'élection présidentielle au suffrage direct par les citoyens et fait du Togo un régime parlementaire dans lequel le pouvoir sera détenu par le président du Conseil des ministres issu du parti majoritaire. Un changement opéré à moins de 2 semaines des législatives du 29 avril. Et un peu plus loin du Togo, aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump va comparaître aujourd'hui dans le cadre de son procès pénal à New York. La sélection du jury est terminée et les premiers débats sont prévus pour ce lundi 22 avril en sa présence. 7 hommes, 5 femmes et 6 suppléants, tous résidents de Manhattan, composent le jury. Ils ont prêté serment et s'apprêtent à décider du sort de l'ancien président. Leur identité restera anonyme, a promis le juge, pour des raisons de sécurité et compte tenu de la nature historique de ce procès. Le débat s'ouvre donc aujourd'hui pour entrer dans le vif de cette affaire où l'ancien président Donald Trump est accusé d'avoir dissimulé des paiements destinés à acheter le silence de Stormy Daniels, une ancienne star de la pornographie, juste avant d'être élu en 2016. Et c'est sur cette dernière note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction qui le fabriquent. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1. Nos programmes se poursuivent.